Merci de nous avoir rejoints sur cette dernière table ronde du salon Access Security. Plantons rapidement le décor. ChatGPT a entraîné une augmentation de 1265% des attaques de phishing, un an seulement après son lancement. Dans l'édition du journal La Tribune du 26 février dernier, nous pouvions lire que la société Nomios utilisait l'intelligence artificielle pour analyser jusqu'à 10 fois plus vite les alertes de cybersécurité remontées par leur logiciel de détection, donc permettant aux analystes de se concentrer sur le diagnostic et les recommandations aux clients. Une étude DeepTrace de 2020 nous disait que si 93% des deepfakes étaient des images liées au sexe, l'affaire Taylor Swift n'en étant que la partie émergée. L'autre visage de l'IA, c'est celui de la fraude à l'identité, soit par vidéo, l'affaire deepfake Hong Kong, 25 millions d'euros qui ont disparu, nos intervenants vont en parler, ou en audio, aussi à Hong Kong, 35 millions, et Lyon, 243 000 livres. L'intelligence artificielle, au service de l'ingénierie sociale, donne une seconde vie à la célèbre fraude au président. Aussi, ce progrès soulève plusieurs questions. Quels impacts l'IA a-t-elle déjà sur la cybersécurité d'aujourd'hui ? De nouvelles brèches sont-elles apparues ou sont-elles en devenir ? L'IA est-elle systématiquement donnée gagnante face aux facteurs humains ? Quelles mesures prendre dès aujourd'hui pour anticiper demain, pour en débattre ? Et j'invite à nous rejoindre sur cette table ronde Monsieur Yann Bonnet, qui est directeur général délégué du Campus Cyber Paris. Merci Yann d'être venu de Paris pour nous accompagner. Madame Célia Novak, déléguée à la sécurité numérique Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'Agence nationale des systèmes de sécurité d'information, l'ANSSI. Monsieur Julien Franck, responsable recherche et innovation en cybersécurité chez Naval Group, une de nos grandes entreprises. Monsieur Jérôme Poggi, RSSI, ASI plus exactement, R pour tout le monde, de la ville de Marseille. Et Madame Romane Segura, Business Development et Stratégie internationale pour l'association Cyberwings. Et je crois que nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Yann. Je reviens sur la première question évoquée. Quel impact l'IA a-t-elle déjà sur la cybersécurité au quotidien ? Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Aujourd'hui, en fait, comme toute technologie, l'IA, c'est à la fois un remède et un poison pour notre société et dans tous les domaines, et y compris dans la cybersécurité. Donc c'est un poison. Si on se met du côté de l'attaquant, un attaquant va pouvoir utiliser, vous parliez tout à l'heure de ChatGPT, pour l'aider à faire des mails de phishing. Alors il y a des filtres, mais il y a des façons aussi d'éviter les filtres et de traduire son texte qui va piéger en plein de langues de façon instantanée et puis sans faute. Donc ça aide concrètement des attaquants. Ça peut aider des attaquants aussi pour chercher des vulnérabilités dans du code. Vous l'avez dit, ça a remis à jour de façon incroyable des attaques au président. On a vu cette attaque incroyable à Hong Kong, sur laquelle on pourra peut-être revenir. Et puis de l'autre côté, c'est aussi un remède, parce que ça va nous aider, côté défenseur, à essayer d'accélérer la détection des attaques, à accélérer aussi la réponse. Et voilà. Et je voudrais juste revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur ChatGPT, parce que l'IA, ça existe depuis très longtemps, hein, ça fait plus de 70 ans, il y a eu plein d'évolutions. Et c'est vrai que ce phénomène qui date de ChatGPT, c'est novembre 2022, c'est suite à un article de Google sur les Transformers de 2017. C'est une vraie révolution d'usage. On a en moins de 2 mois 100 millions de personnes qui commencent à utiliser ChatGPT. C'est très rare d'avoir une technologie qui est adoptée aussi rapidement. Et donc, face à ça, c'est important de voir les différents impacts qu'il peut y avoir. Et ce qui est assez incroyable, c'est que le sujet de la sécurité des LLM, par exemple, elle n'a pas été pensée.
Et donc là, on est vraiment dans une situation où on a des usages qui sont... les gens commencent à voir que en fait, c'est très facile d'utiliser. C'est ça la révolution de ChatGPT, c'est que c'est facile d'utiliser. Tu n'as pas besoin de coder pour pouvoir l'utiliser et comprendre que ça fonctionne bien dans l'ensemble. Mais le problème, c'est que ça a été tellement vite que les data scientists ou nous, cyber-experts, on n'a pas eu le temps de bien penser la sécurité. Et ça a un vrai challenge, une vraie responsabilité pour les experts de la cyber et du numérique. Et peut-être un autre point sur ce phénomène ChatGPT, il faut comprendre aussi que derrière, c'est une guerre économique entre deux acteurs, notamment entre Google et Microsoft. Vous avez peut-être en tête le marché de la recherche sur Internet, c'est à peu près 500 milliards. C'est détenu à peu près à 92% par Google. Microsoft à 3%. Et là, s'il y a un changement de comportement et que les usagers, les gens, nous, on se dit « Ah tiens, mais ChatGPT, c'est plus facile, c'est mieux, on peut avoir confiance. » Et pour Microsoft, voilà, ils ont injecté 11 milliards et potentiellement, ils peuvent regagner des parts de marché. Donc, ils n'ont pas énormément à perdre, ils peuvent gagner énormément. Donc, c'est aussi ça qui se cache derrière. Il y a un enjeu de guerre économique qui est assez incroyable. Américano-américaine. Malheureusement. Mais on y travaille côté européen aussi, et il faut y croire. Parce qu'on a un beau marché, avec 500 millions de consommateurs, en bonne santé, bien éduqués, où on innove. Et en fait, il ne faut pas croire que tout se passe de l'autre côté. Et ils sont très intéressés par notre marché, et on doit se faire respecter. Alors hier, oui ça marche. Hier, à la première table ronde sur la cybersécurité, on a parlé du panorama de la cybermenace en 2023, publié par l'ANSSI, ce qui me permet de vous interroger, Célia Novak, en tant que responsable pour la région PACA. Pouvez-vous nous dire quels sont les enjeux futurs liés au développement des IA ? Oui, effectivement, du coup, peut-être pour le public, sachez que chaque année, l'ANSSI partage un panorama de la menace cyber. Elle revient en fait sur les tendances des attaques qu'elle constate, auprès notamment des attaques qui lui sont et des signalements qui lui sont remontés. Donc c'est autant des signalements qui sont remontés par les structures qu'on a l'habitude de suivre, c'est-à-dire les opérateurs d'importance vitale, les OSE aussi, donc opérateurs de services essentiels, on peut penser aux hôpitaux, et puis les services de l'État. Donc ça, ça nous nourrit. Et puis également, on a aussi des remontées d'informations par des plus petites structures qui commencent aussi à nous signaler leurs incidents. Donc en partant de ça, effectivement, on arrive à construire un panorama. Et on disait que il y avait une grosse tendance sur des victimes dans les TPE, PME, effectivement les collectivités. Concernant l'IA, et notamment les attaques qui sont facilitées par l'IA, aujourd'hui, on ne voit pas encore une grosse explosion, en tout cas de notre côté. Si vous parlez avec la gendarmerie ou la police, peut-être qu'ils auront un autre discours, puisqu'effectivement, on a parlé de fraude, etc., qui sont facilités par des outils. Également, on ne constate pas aujourd'hui encore trop d'exploitation de l'IA dans les processus. Donc l'IA est aussi utilisée pour des processus. Aujourd'hui, on voit encore très peu d'exploitation des codes, etc., pour aller modifier et finalement mettre des données erronées qui feraient mal fonctionner une IA. Donc, on sait que c'est un sujet qui est largement médiatisé. C'est vrai qu'on en voit un peu tous les jours maintenant, mais il n'y a pas encore cette grosse explosion. Après, nous, notre enjeu finalement à l'ANSSI, c'est aussi d'orienter, et le gouvernement plus généralement avec l'Europe aussi se positionne sur ça, c'est d'orienter vers une IA de confiance. Yann en a parlé aujourd'hui. Voilà, on a des modèles, en tout cas, de la technologie qui est développée par plutôt des pays américains. Donc nous, on travaille sur ça. En tout cas en France, et l'ANSSI spécialement se positionne aussi avec un groupe de réflexion sur comment finalement aller sécuriser les technologies qui utilisent l'IA. Donc voilà, on a aussi des experts qui se penchent sur ce point. Et puis finalement, peut-être revenir sur la manière dont aujourd'hui l'IA est vraiment exploitée par les attaquants. Donc on l'a largement mis en avant avec les exemples pour faciliter effectivement le phishing, etc. C'est avec l'IA générative. Mais aujourd'hui, comme je disais, on peut aussi aller utiliser, ou en tout cas venir injecter des données qui sont malveillantes dans des processus qui utilisent de l'IA. Prenons quelques exemples pour que ce soit un peu plus illustratif pour vous. Par exemple, on a un processus qui va faire de la gestion du traitement des eaux et qui utilise de l'IA. Si on vient finalement mettre de la donnée erronée et qu'on va lui dire
ferme cette vanne au lieu de l'ouvrir, à un moment, on va avoir des problématiques sur la production. Autre exemple, ça peut être aussi avec, je dirais, par exemple, le contrôle aux frontières. On peut avoir donc des scans qui sont faits, ça va interroger des bases de données. Et finalement, si on met de la mauvaise base de données, le contrôle aux frontières sera inefficace, voire même va détecter des choses qu'on ne voulait pas détecter. Et donc, ça peut créer effectivement des problématiques dans la continuité d'activité, voire même des enjeux juridiques, etc. On en a un peu évoqué parfois avec les problèmes de faciès, etc. Donc, ça, c'est un enjeu, je pense, effectivement, sur lequel on commence à travailler, qu'il faut continuer à creuser, avec un point aussi, je pense, important sur ça, c'est qu'il faut aussi que les experts, qui soient vraiment experts sur l'IA, mais de sécurité et de cybersécurité, comprennent aussi comment marchent ces modèles. Parce que si on ne comprend pas ces modèles qui sont quand même assez complexes dans leur technologie, on ne pourra jamais les sécuriser correctement ou adapter aussi sa sécurité aux enjeux qu'on vient de citer. Oui, ce que vous nous dites, c'est qu'on en est encore qu'au balbutiement. Donc de fait, là, je vais me tourner maintenant vers Monsieur Franck. Julien, en votre qualité de responsable recherche et innovation chez Naval Group, est-ce que vous partagez le sentiment de Célia Novak ? Bonjour à tous. Déjà, Julien Franck, responsable de la RI cyber chez Naval Group. Alors, petit warning, disclaimer introductif, je ne donnerai pas de renseignements sur l'opérationnel de Naval Group. Je donne juste un avis d'expert, de techno-geek en IA. C'était pour le petit avertissement de départ. Alors, sur la première question, l'IA, en fait, on la voit au quotidien dans la recherche en cyber, en fait. C'est vrai qu'on la voit lentement, mais sûrement s'imposer dans les produits de sécurité, produits de cyberdéfense. Mais disons qu'on voit quand même l'IA en recherche et innovation en cyber depuis quand même assez longtemps. Il faut se remémorer un petit peu de l'histoire. Le deep learning massif, c'est plutôt 2014-2015. Donc ça fait quand même une petite dizaine d'années maintenant. L'apprentissage par renforcement, qui cherche à obtenir la meilleure récompense cumulative par essai-erreur, ça date, il y a aussi une bonne dizaine d'années. Et puis l'IA générative, c'est un peu le hype du moment, mais ça fait quand même des années qu'on travaille avec des GAN, des choses comme ça. Je me rappelle déjà de projets de recherche un peu personnels il y a 7-8 ans où on essayait de rédiger des articles de journaux à base de réseaux génératifs. Donc, disons qu'il y a des choses qui fonctionnent déjà et donc il faut faire attention. Alors il y a des aspects négatifs, il y a des aspects positifs et aussi d'autres aspects généraux qu'il faut garder en tête. Alors les aspects négatifs, ça a déjà été très bien évoqué avant. On va dire que ça démocratise le hacking du dimanche. C'est-à-dire que globalement, n'importe quel amateur du dimanche peut maintenant aller télécharger des outils. Alors, il y avait une super présentation sur le Flipper 0 juste avant. Disons que la cyber générique suit un peu le même chemin que le hacking radio. Il y a 20 ans, le hacker radio professionnel, il avait une grosse antenne dans son dos, dans son sac à dos. Il avait un gros PC, donc il n'était pas très discret en fait. Et c'était souvent quelqu'un qui faisait ça. Ouais, mais moi aussi. Mais je ne peux pas dire, là je suis filmé. Donc ce sont des anciens. Je faisais de l'analyse de sécurité. Non mais voilà, je plaisante. Non mais tout ça pour dire quoi ? Tout ça et maintenant aujourd'hui, 20 ans plus tard, maintenant avec un bon vieux Flipper 0 des familles maintenant, parce qu'il s'est imposé dans tous les foyers cyber français, et maintenant on peut faire des choses assez rigolotes. En fait, le hacking par IA, maintenant, on peut utiliser un LLM, donc un grand réseau de modèles de langage, pour faire du phishing, pour faire du spam, qui est beaucoup plus réaliste et efficace qu'il y a encore quelques années. Et c'est le deuxième pan, en fait, le deuxième point négatif qu'il faut prendre en compte, c'est que justement, l'efficacité de ces attaques, du coup, risque un petit peu d'augmenter. Voilà, parce qu'avant, le spamming, le phishing, c'était fait avec des mails pas très bien écrits en français, avec des logos des entreprises pas vraiment d'origine. Bon bref, et donc du coup on arrivait assez facilement à détecter avec de l'IA, déjà avec des réseaux bayésiens notamment, etc. On arrivait déjà à détecter ça. Aujourd'hui, ce serait peut-être plus compliqué. Donc ça, c'est les aspects négatifs. Je vous renvoie d'ailleurs sur une excellente étude qui s'appelle MALA, MA2LA. Donc si vous allez sur Archive et vous tapez MA2LA, vous allez trouver une étude systématique sur tous les LLM d'attaque. Et ils en ont trouvé, je crois, l'équipe qui a cherché, on a trouvé 212, ce qui est quand même beaucoup.
en comparaison les IA de cyberdéfense, donc qui aideraient plutôt à se renseigner sur les attaquants, etc., à trouver des vulnérabilités dans du code, on en est à 50. 50 versus 220, on voit déjà qu'on a un peu une dissymétrie. Donc il y a des aspects négatifs, mais il y a aussi, heureusement, des aspects positifs. Il n'y a pas que tout à jeter dans ces IA qui arrivent. Donc il y a déjà des sondes de détection d'intrusion, les fameuses IDS, qui intègrent déjà de l'IA pour détecter des anomalies. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle sur le réseau, sur les hôtes, parfois même sur le web. On peut aussi classifier des malwares de manière beaucoup plus efficace il y a encore quelques années. Et mieux classifier les malwares, ça veut dire y apporter une réponse beaucoup plus adaptée et beaucoup plus rapide. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Les opérateurs SOC, on en a un tout petit peu parlé sur le burn-out des RSSI, on peut étendre ça aux opérateurs SOC de niveau même élevé. Il faut savoir automatiser, faire de la priorisation, faire du triage des événements de sécurité. Et donc l'IA peut aussi le permettre de le faire. On le voit déjà dans certains produits de sécurité. Ça peut aussi, bien sûr, l'IA générative, malheureusement, peut aider à faire du code malveillant, mais peut aussi détecter des vulnérabilités. Alors, ça fait pas non plus le café, mais enfin, ça permet déjà de détecter si on fait du buffer overflow de base, etc. Voilà, donc il y a quand même des aspects, positifs, et donc il faut quand même en tenir compte et rester quand même enthousiaste mais prudent. Alors il y a deux autres aspects que j'aimerais juste sur lesquels j'aimerais conclure cette première prise de parole, c'est l'aspect humain et l'aspect matériel. Alors l'aspect humain, on le sait tous, il faut recruter de plus en plus d'expertes en cybersécurité. On est en pénurie permanente. Là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va aussi devoir recruter des expertes en IA pour la cyber. Donc autant vous dire que l'intersection des deux, ça court pas les rues, ça court pas les marchés, donc ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Donc il va falloir un peu se bouger là-dessus, et notamment bouger aussi les formations. Donc on y travaille. Moi, je donne 200 heures de cours par semaine. Je peux vous dire que j'ai des années assez chargées là-dessus. Donc voilà, et ça suffit pas. Donc il faut qu'on augmente la voilure là-dessus. Et puis le matériel, le matériel, c'est-à-dire stocker toutes les données qu'on génère qui peuvent être d'intérêt cyber. Ça peut être les traiter, donc il faut des data engineers. Et il faut aussi des données intéressantes, donc il faut savoir les labelliser. Et ça demande quand même du travail encore qui est humain. Voilà, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Merci. Ce que vous êtes en train de nous dire, donc, c'est que la fonction de RSSI va évoluer. Évidemment, c'est votre rôle, votre fonction à la ville de Marseille, Jérôme Poggi. Vous avez subi une attaque cyber d'envergure au moment des élections municipales, dont on a beaucoup parlé. Et alors pour vous, avec cette expérience par exemple, pour vous l'IA c'est une chimère, une contrainte ou alors une opportunité ? Je vais dire les trois. D'accord. Merci mon capitaine. Voilà. Non, l'IA pour moi c'est plutôt quelque chose de très intéressant. Déjà, petit rappel, quand on dit l'IA, c'est un truc qui existe depuis des dizaines d'années. Ça a été mis sur le tapis, exposé depuis quelques temps. Mais quand vous entendiez, donc les pas tout jeunes reconnaîtront réseau de neurones, système expert, c'était déjà plus ou moins de l'IA. Donc on se calme, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Bon, il faut savoir que l'IA, ça va, pour moi, ça va permettre de faire des recherches en vulnérabilité beaucoup plus rapides. Donc on va penser plutôt côté équipe bleue, parce que si on sait bien gérer donc l'IA, c'est-à-dire qu'il faut avoir quelqu'un qui est bon en cyber et qui est bon en data scientist. Donc déjà, effectivement, ça ne court pas les rues, mais il va y en avoir besoin. Là-dessus, pour analyser ces vulnérabilités, il va falloir vraiment avoir le modèle, parce que l'IA, ça marche sur quelque chose qu'elle a appris. Donc si elle a appris à faire comme on voit assez souvent, des images manga, etc., ça va sortir des images manga. Mais si on ne lui a pas appris à sortir des vulnérabilités, ça ne le fera pas. Par contre, si on commence à trouver un modèle ou qu'on le prépare, c'est là où ça va être compliqué à préparer, un modèle de recherche de vulnérabilité sur un programme. Donc vous imaginez quelque chose qui va attaquer, par exemple, les navigateurs.
puisque c'est ce qu'on utilise le plus. Donc, si vous mélangez la technique de fuzzing, donc qui est, on va envoyer des tonnes et des tonnes de données à un programme de manière pseudo-aléatoire, mais qui ressemble à de la vraie donnée, et qu'on mélange ça avec de l'IA, c'est clair que là, la vulnérabilité qu'on trouvait une fois tous les 2, tous les 3 mois, ça va plutôt être toutes les semaines. Des nouvelles brèches, il va y en avoir. C'est surtout vraiment, il faut penser à la vitesse de découverte. Donc, il va falloir qu'on passe la vitesse supérieure là, côté équipe bleue. Parce que là, les 0D vont beaucoup tomber. Déjà, ça commence. Voilà, on sait qu'il y a tout ce qui est attaque par phishing, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui est sous-estimée. C'est la partie attaque sur les programmes, sur les logiciels. Imaginez une attaque bien spécifique sur un logiciel qui fait, je ne sais pas moi, un logiciel particulier d'une cible. Hein, on a déjà vu en Ukraine où il y avait un logiciel de comptabilité qui avait été infecté par les Russes. Si là, on cible vraiment le logiciel de la société, ça permettra d'attaquer beaucoup plus rapidement une cible. Bon, pour l'instant, c'est encore que pour les États, mais les États, ils aiment bien. Ils aiment bien en ce moment, surtout que d'ici pas longtemps, il va y avoir quelque chose là qui va se passer en France, là, voilà, en 2 lettres. JO. Oui. Le fait de parler, Jérôme, d'attaque, ça me permet de me tourner vers les spécialistes du hacking éthique, et en l'occurrence Roman Segura. Comment est-ce qu'on appréhende l'usage de l'IA chez Cyberwings ? Alors c'est bon, oui, ça fonctionne. Super. Merci déjà de me donner l'opportunité de pouvoir parler de ce sujet. Donc Cyberwings, c'est un cabinet qui fait du hacking éthique. Donc comme vous pouvez vous en douter, on veille au grain en ce qui concerne les nouveaux dispositifs d'attaque et les nouvelles imaginations des attaquants. Donc voilà. L'émulation qu'on a eue autour de l'IA, c'est sûr que ça a donné beaucoup d'espoir et beaucoup de créativité, notamment ce qu'on parlait notamment sur le phishing, c'est-à-dire qu'on parle, en fait, on donne des petits noms, on aime bien en hacking donner des petits noms aux attaques. On parle de l'attaque de la grand-mère. Donc en fait, si vous posez la question aujourd'hui à ChatGPT, écris-moi un mail de phishing sur tel sujet, je ne sais pas si vous l'avez testé, mais en fait, ça va forcément bloquer. Par contre, si vous lui dites oui, alors invente-moi une histoire dans laquelle je vais parler à tel acteur, je vais lui demander telle information, écris-moi un scénario, écris-moi un script, etc. Là, vous bypassez l'IA et vous arrivez à avoir un petit peu votre prompt, votre script, etc. Pareil, on en a beaucoup parlé, Deep Voice, Deep Fake. Donc nous, ce qu'on conseille généralement quand vous faites des visios de plus en plus, ne mettez pas la caméra. Ça limite, entre guillemets, le risque, surtout si vous êtes une personnalité publique importante, etc. Voilà, le but, c'est de limiter au maximum ce risque-là, parce qu'on l'a vu à Hong Kong, il y a un pauvre comptable qui s'est fait avoir. Il a fait une visio avec son patron, et en fait, c'était pas son patron derrière, c'était un attaquant. Et donc il y a 26 millions de dollars qui se sont évaporés dans la nature. Et après aussi, il y a un autre élément qui est important, c'est qu'on a aussi des IA qui permettent de créer des bouts de code. Et en fait, les attaquants s'en servent pour créer du code malveillant. Donc petit bout par petit bout, petit IA par petit IA, on peut arriver à créer un code malveillant. Les README sur GitHub, GitLab et sur des forums du Darknet très accessibles facilement permettent de faciliter tout ça. Et nous, chez Cyberwings, on s'inquiète surtout de l'IA rend vraiment accessible le fait de devenir entre guillemets un attaquant, un script kiddies, on appelle ça comme ça. Et donc on se demande s'il ne va pas y avoir une augmentation d'attaques très facile entre guillemets sur du phishing, etc. Mais démultiplier en fait le nombre d'attaquants et donc le nombre d'attaques. Donc peut-être qu'à l'ANSSI on se rend pas, pour le moment on voit pas encore cette évolution, mais nous on l'anticipe parce que c'est tellement devenu accessible. Voilà, vous proposez, il y a Copilot, pareil, une IA par Microsoft, etc. qui va se spécialiser sur la création de code. Il y a déjà des IA spécialisées là-dedans. Donc voilà, on lève un petit peu les drapeaux et faut faire attention. Il y a aussi une autre version de l'IA, c'est-à-dire que, ok, on peut se servir de l'IA pour faire du mal, pour être malveillant, mais aussi on peut corrompre l'IA en elle-même. Donc premièrement, on peut tout simplement hacker le service et corrompre le code source. Donc quand vous faites appel à des IA pour vos diverses entreprises, etc., demandez des rapports de pentest. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais voilà, assurez-vous que les IA que vous utilisez sont bien sécurisées. Donc première chose.
Deuxièmement, on en a aussi un petit peu parlé, c'est qu'on peut corrompre les bases de données qu'on donne entre guillemets à manger à l'IA. Donc ça peut être très problématique sur de la reconnaissance faciale, mais du coup je ne vais pas m'étendre parce qu'on en a déjà parlé. Mais voilà, il y a quand même de gros enjeux là-dessus. Et enfin, dernier aspect, on l'a aussi un petit peu évoqué, ça va être tout ce qui est IA. Par exemple, on va demander à tel ou tel outil de me résumer une page Wikipédia, parce que Wikipédia c'est un peu long à lire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que soit on a corrompu l'IA et en fait, elle nous fait un résumé. Au mieux, c'est pas les bonnes infos. Au pire, entre guillemets, c'est de la fake news, des fausses informations, etc. Au pire, en fait, en petites lignes, il y a des scripts, c'est des codes qui sont invisibles pour l'humain, mais que la machine va lire. Et en fait, quand vous lui demandez de faire le résumé de votre page Wikipédia, elle va lire le code que vous ne pouvez pas voir. Et soit, ça va vous afficher X ou Y contenu plus ou moins légitime, agréable. Au pire, vous allez télécharger à votre insu quelques paquets qui vont vous mettre un petit rat, un petit virus, voire un petit ransomware, au pire, au mieux. Je ne sais pas ce qui est le mieux entre le rat et le ransomware. Donc voilà, donc c'était un petit peu ça. Parallèlement, évidemment, côté Blue Team, on l'a aussi évoqué, il faut impérativement s'approprier ces outils, tout simplement parce que l'IA, ironiquement, est le meilleur outil pour détecter les attaques à base d'IA, parce que c'est des codes qui sont entre guillemets connus, etc. Donc c'est beaucoup plus facile. Et évidemment des outils qui vont impliquer tout ce qui va être EDR, SOC avec de l'IA pour décharger les RSSI. Mais pareil, on en a déjà parlé, mais c'est quand même très, très, très important. Et finalement, un petit peu tout de même, l'enjeu derrière tout ça, ça va être la régulation, parce qu'on a un peu une opposition entre une Union européenne qui est plutôt protectrice des données personnelles, qu'on donne à manger en masse aux IA américaines. Je ferme la parenthèse. Ça c'est fait. Voilà. Donc voilà, il y a un petit peu cet enjeu-là où on a une Union européenne qui va beaucoup légiférer. Il y a des actes qui sont des directives qui sont attendues, où on essaie de protéger, on essaie d'encadrer. De notre côté, il y a la France qui essaie de se positionner comme étant un leader dans l'intelligence artificielle. On a des entreprises, Mistral AI, pareil, je ne vais peut-être pas épiloguer, voilà. Donc on essaie de se positionner sur de la souveraineté. Et voilà, on est un peu dans un entre-deux où on ne sait pas trop comment la régulation va permettre l'évolution et la découverte technologique, l'amélioration. Donc c'est un véritable enjeu. Et dernier enjeu, peut-être qu'on l'a très très peu évoqué, mais sachez qu'on en a parlé hier, la directive NIS 2 va rentrer en France là, en fin 2024, et que l'IA, tous les outils à base d'IA vont être soumis à NIS 2. Donc on va avoir déjà un premier anneau de régulation de ces outils-là, tout ce qui va être analyse de risque, process, méthodologie, etc. Si vous avez des outils à base d'IA, ils vont être soumis à NIS 2, donc vous allez devoir avoir de la procédure, vous assurer que les outils que vous utilisez sont sécurisés, etc. Donc voilà un petit peu le panorama et les enjeux qu'on surveille de près et de loin. Merci. Yann Bonnet, on a parlé, là on a donné quelques exemples d'IA défensive, d'IA offensive. Est-ce que l'IA est systématiquement donnée gagnante face à l'humain aujourd'hui et peut-être demain? Moi, j'ai vraiment l'impression, je ne suis pas un grand fan de cette idée qu'il y a une bataille entre des IA et l'humain et que tout d'un coup, il y aurait une IA générale très forte qui dépasserait la puissance, l'intelligence humaine et qui se retournerait contre nous. Tout ça, ça reste de la science-fiction, clairement. Et donc, je pense qu'il faut relativiser un petit peu. Déjà le terme IA, qu'est-ce que l'intelligence pour un humain? Déjà, on peut en parler pendant quelques temps. Alors pour un système autonome, c'est aussi, on peut en parler pas mal. Il ne faut pas oublier, et on l'a dit à plusieurs reprises, mais beaucoup d'IA apprennent sur des données du passé. L'IA n'a pas ce sens commun que beaucoup d'humains ont. J'aime bien cette image, vous vous rappelez de cet accident du pont de Gênes. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez cette image où on voit une camionnette, un camion qui est arrêté juste devant le pont qui s'est écroulé. Moi, je vous parie que si ça avait été une voiture autonome qui était passée, elle ne serait pas arrêtée. Parce qu'elle n'a pas eu dans ses entraînements le cas où il y a un pont qui s'écroule. Et là, l'humain, le chauffeur, lui, il n'a jamais eu ça, mais il a eu ce sens commun de s'arrêter. Donc voilà, donc il y a des choses qu'on a du mal à modéliser sur ce type de choses. Voilà. Après, le gros sujet, ça va être d'avoir, on l'a dit aussi, mais d'avoir confiance dans ces IA, de gagner et de rentrer en symbiose en quelque sorte
avec ces IA qu'on ne peut pas arrêter. Je veux dire, c'est un usage qui va être de plus en plus développé. Il y a une crainte qui revient souvent, parce que on l'a dit, c'est à la fois un remède à un poison, un remède aussi dans la santé, pour la détection de cancer, un poison parce que ça peut influencer des votes et compagnie. Et voilà, il faut qu'on gagne en confiance là-dessus, sur ces IA. Et ça, c'est un énorme enjeu, on en a parlé tout à l'heure, mais notamment de formation. Et, voilà. Donc il faut qu'on vive en symbiose petit à petit avec ces IA. Une des grosses craintes qui revient souvent, c'est est-ce que mon métier va être remplacé par telle ou telle IA. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne va pas être remplacé par des IA, mais on va être remplacé par des concurrents sur nos métiers qui utilisent de l'IA si nous, on n'utilise pas l'IA. C'est un gain d'efficience qui est énorme sur certaines tâches. Voilà, donc c'est moins une bataille, mais plus une recherche de symbiose, sortir de la naïveté, comprendre les intérêts positifs et puis les menaces de l'IA pour faire en sorte que ça soit un progrès pour nous et pas qu'une menace, quoi. Oui, c'est ce que vous nous disiez un peu en substance depuis le début, c'est rendre l'IA donc plus fiable et plus équitable. Ça, c'est empreint de bon sens, je crois qu'on sera tous d'accord. Surtout lorsqu'il est question de cybersécurité. Et là, je reviens vers vous, Célia Novak. Comment est-ce que vous percevez, vous, l'usage du mot pragmatique en IA ? Alors, effectivement, on l'a quand même déjà beaucoup évoqué. L'IA pragmatique, c'est effectivement s'appuyer finalement sur l'IA dans nos process. On en a parlé avec Naval Group. L'IA dans les outils de cybersécurité, c'est déjà largement utilisé, donc continuer d'aller dans ce sens, je pense, pour automatiser les process, nous simplifier la vie. Puis au-delà, je pense qu'effectivement, pour être pragmatique, il faut effectivement s'appuyer sur l'humain. Moi, c'est quelque chose que je recommande avec IA ou sans IA, de toute façon. En fait, on est face aujourd'hui à des cyberattaquants, des groupes criminels qui cherchent à être rentables, qui font finalement de la pêche au chalut. Moi, j'aime bien utiliser cette expression. Ils cherchent à effectivement avoir des victimes qui sont opportunistes parce qu'ils vont lancer leur filet et puis ils vont voir ce qui remonte. Donc ça peut effectivement, l'IA peut leur simplifier la vie. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que si justement les personnels est un peu sensibilisés sur qu'est-ce que le mail de phishing et un peu sensibilisés sur il y a tel processus à respecter, notamment on a beaucoup parlé de fraude au président. Si vous voulez faire un virement, il faudra aller contacter telle et telle personne, etc. Voilà, il faut du pragmatisme aussi dans sa gouvernance au sein de son entreprise, de sa collectivité. Donc pragmatisme dans nos process, pragmatisme aussi dans la manière dont on va voir la cybersécurité aussi. Aujourd'hui, c'est vrai que on parle de technologie de pointe dans la cyber, mais parfois, il faut peut-être revenir aussi aux basiques. Back to basics, c'était aussi parfois, la dernière fois, le thème des assises. En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, notamment dans les attaques qui sont menées, donc ces fameuses attaques de cybercriminalité massive, opportuniste, c'est qu'en fait, ils ne vont pas forcément aller exploiter la vulnérabilité hyper complexe. Ils vont juste rentrer par la fenêtre que vous avez oublié de fermer. Parce qu'en fait, il y a des mauvaises configurations, parce qu'on a laissé un mot de passe administrateur, admin sur ces comptes admin. Et en fait, c'est plein de petites bonnes pratiques qu'il faut mettre en place déjà pour fermer la porte et la fenêtre et atteindre, je dirais, un niveau de sécurisation de au moins 80%. Après, effectivement, vous aurez affaire à des groupes qui sont peut-être un peu plus forts, qui sont peut-être aussi reliés à des États parce qu'ils n'ont pas les mêmes motivations, ils vont vouloir vous espionner, etc., peut-être vous saboter. Mais au moins, avec ce pragmatisme, cette hygiène cyber, moi, c'est un mot que j'utilise beaucoup, on va pouvoir effectivement fermer la porte. Et en ce sens, nous, côté Annecy, on essaie vraiment de porter ces messages avec des guides. Je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. On en a fourni pour les TPE et PME. Ils sont aussi adaptables aux collectivités. Après, si vous avez, effectivement, vous voulez aller plus loin, il y a les 42 mesures d'hygiène. C'est des choses qui sont effectivement facilement exploitables, accessibles. Et puis, de toute façon, pour continuer aussi, on a évoqué Nice 2. Nice 2, finalement, ça doit répondre à cet enjeu. Aujourd'hui, on est face à une cybercriminalité de masse qui va passer par la porte qui n'a pas été fermée. Et donc, en fait, on va imposer des règles de base pour qu'on ait une sécurité qui soit quand même de bon niveau et éviter effectivement de laisser la porte ouverte à tout va.
Donc c'est un peu ça aussi que je verrais dans le pragmatisme de la cybersécurité au-delà de nos sujets d'IA qu'on évoque maintenant. Alors, Julien Franck, je vous vois opiner du chef. Est-ce que pour vous, l'IA est synonyme de nouvelles brèches qui vont arriver ou qui sont déjà là ? Oui, alors déjà juste pour rebondir sur ce qu'ont dit nos camarades juste avant, donc en effet il y a déjà des dégâts sur l'IA générative. Il y a une célèbre société téléconseil qui a dit bon c'est bon, moi c'est bon, maintenant je tourne tout en 100% IA, donc entre guillemets je vire tout le monde. Bon. Est-ce que c'est ça qu'on dit, l'IA qui bat l'humain? Bon, j'avoue que j'ai été un peu gêné par les questions précédentes sur l'IA et doit-elle être gagnante face aux humains. J'avoue qu'en préparant ce point-là, j'étais un petit peu gêné. J'aime pas trop cette terminologie. Par contre, j'en profite aussi pour dire que les guides de l'ANSSI sont vraiment très bien. Donc ceux qui ne les ont pas lus, il vous reste toute l'année pour les lire, et notamment maintenant ils feront... Tout à fait. Et d'ailleurs, maintenant, ils font des résumés d'une page sur des trucs. Et donc, j'ai vu par exemple la virtualisation d'une page. Et c'est super bien. Je tiens juste à le dire. Voilà, il faut lire une page, mais il faut lire le grand guide. Hein, sinon, voilà, c'était juste une petite page de pub. Et l'appliquer, oui, ne pas juste le lire, hein, forcément. Oui, tout à fait. Alors, du coup, les nouvelles brèches, oui, il y en a. Il y en a malheureusement. Alors, bon, déjà, l'IA est attaquable, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Hein. Enfin, voilà, si vous intégrez de l'IA dans vos systèmes, dans un système de cyberdéfense, il faut la renforcer. Voilà. Et donc pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut empoisonner des modèles avec des données d'entraînement foireuses. On peut évader un modèle, c'est-à-dire on peut tenter de trouver des exemples adversaires qui ont, par définition, des exemples adversaires, il en existe beaucoup par définition, parce que le modèle ne peut pas tout apprendre, c'est pas possible. Donc il y a des zones sensibles sur lesquelles on peut, l'attaquant peut essayer de trouver des exemples qui vont évader le modèle, le faire tromper. On peut aussi faire fuir le modèle, carrément, donc surtout dans des systèmes embarqués. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça peut vouloir dire faire fuir de la propriété intellectuelle, donc ça c'est toujours un peu gênant. Ça peut vouloir aussi dire, si je connais le modèle de détection qui est dans mon sonde, je peux le extraire, je vais plus facilement inventer des exemples qui vont le contourner. Donc double effet qui se coule, comme on dit, sans faire de mauvaise pub. Voilà, on peut aussi backdoorer des modèles malheureusement. Et puis alors il y a des choses aussi au niveau de l'IA générative qui sont assez désagréables. Les modèles peuvent halluciner. Voilà. Ça, c'est toujours un peu, ça peut être désagréable. Des fois, les modèles aussi peuvent avoir des mauvais résultats pendant un petit moment, peuvent être un peu moins bons, puis d'un seul coup, ils peuvent être bien meilleurs. Voilà, donc c'est bon. On est un peu dans le mode probabiliste de toute façon, donc c'est malheureusement, on pouvait s'y attendre. Il y a aussi, alors j'en profite aussi pour vous indiquer une référence qui est pas mal, c'est l'ANSSI UK, alors le NCSC, je pense, NCNC. Qui a fait un bon travail sur justement c'est quoi l'effet de l'IA générative pour les attaquants, pour les différents attaquants. Ils disent par exemple que l'attaquant du dimanche il va facilement faire des choses, beaucoup plus facilement faire des choses, le non-expert va faire des attaques plus faciles. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que les attaquants déjà très experts, s'ils ont des bases de données, par exemple de malware déjà très évoluées, ça peut aussi faire mal, parce qu'ils vont pouvoir mettre à jour leur modèle avec ces malwares-là, et ça peut alimenter des problèmes supplémentaires. Et il y a aussi un deuxième guide qui est pas mal du tout, que moi que j'adore, c'est le NIST Adversarial Machine Learning, qui date de janvier 2024, qui fait un énorme travail. Ils ont compilé 500 références, 5000 puis 500, ils ont fait ça en 50 pages. Franchement, c'est du beau travail, et donc ça explique en plus grand détail ce que je vais dire là. Et il y a aussi le WASP Top 10 LLM qui aussi donne pas mal de nouvelles là-dessus. Juste des petites news aussi qui sont apparues récemment. L'IA générative peut aussi, donner de fausses preuves d'attaque. Donc typiquement, on a vu ça pour un loueur de bagnole, je ne citerai pas le nom. Il y a un attaquant qui a dit c'est bon, je suis rentré chez toi, je vais faire fuir ta base de données maintenant. Alors, les gars, les filles de la cyber de ce groupe-là, on dit c'est bizarre, j'ai pas vu de traces, c'est quand même un peu curieux. Donc ils n'ont rien fait. Ils ont dit ils ont attendu un petit peu. Et puis c'est comme ça, on va faire fuir la base de données. Donc ils ont fait fuir une base de données. Puis les experts de l'IT du groupe ont fait mais c'est quoi ces trucs, les noms ils n'existent pas, c'est pas des clients, les numéros de téléphone c'est pas les bons préfixes, les adresses mail elles n'existent pas. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait l'IA générative peut aussi permettre de faker des attaques. Voilà, donc c'est un petit peu, ça peut être un peu gênant. Et enfin aussi responsabilité par rapport au chatbot.
On a vu 2 exemples très très récents d'un transporteur connu qui s'est fait détourner son chatbot pour se faire insulter. Voilà. Alors, malheureusement, le problème, c'est que en général, les sociétés disent ouais, mais bon, moi, je ne suis pas responsable de la bonne tenue de mon chatbot. Malheureusement, si. C'est pas parce que vous le déléguez que c'est le cas. Donc, malheureusement, si. Faites bien attention à ça. Donc, il faut renforcer son chatbot. Et puis aussi, une compagnie aérienne qui, très récemment, malheureusement, n'a pas mis à jour son modèle de réduction. Enfin, le chatbot proposait de prendre des combos de places d'avion. Il y a quelqu'un qui a suivi ce combo-là et malheureusement, il s'est retrouvé avec des billets beaucoup plus chers parce que le chatbot n'a pas été mis à jour. Et là, pareil, là, vous êtes quand même responsable de ce qui se passe aussi, même si vous avez délégué la gestion de ce chatbot à un tiers. Voilà. Donc bien faire gaffe à ça aussi. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps. Merci Julien. Jérôme Pozzi, vous êtes praticien pour la ville de Marseille. Ce que dit Julien, ça fait sens pour vous ? Oui, complètement. Justement, on le voit. Nous, on utilise indirectement donc de l'intelligence artificielle, de l'IA, des LM, sur nos équipements de sécurité depuis quand même pas mal de temps. Donc ça tourne. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit ? On voit aussi que les attaquants l'utilisent. Là, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a Microsoft et OpenAI qui ont bloqué un ensemble d'attaquants étatiques. Il y en a. Bon, les États sont assez connus. Par exemple, la Russie qui utilisait les LLM pour mieux interpréter les images satellites et les protocoles de communication, mais surtout pour améliorer ses techniques d'attaque. La Corée du Nord, qui a fait ça, pareil, sur l'automatisation des techniques d'attaque. Bon, il y en a tout un tas d'autres pour tout ce qui est amélioration de social engineering, mais c'est surtout de l'amélioration. C'est pas de la recherche, c'est pas de la créativité, puisque dans ces modèles, la créativité, ça s'appelle random. C'est de l'aléa. C'est comme ça qu'ils appellent ça la créativité. Donc déjà, là-dessus, on est encore bon. Voilà. De l'autre côté, y a sur l'équipe bleue, il y a Mikko Ipponen qui a fait un article sur justement l'intelligence artificielle. Alors Mikko Ipponen, c'est un grand et vieux. Mais pas vieux par l'âge, mais vieux par l'ancienneté. Il fait de la cyber depuis des années 90 et il travaille justement sur ses études depuis très longtemps et il explique que pareil, tout ce qu'on a dit, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout, que les experts de la cyber le trouvent et le disent, que l'IA c'est bien, mais c'est pour aider. Voilà. On n'est pas encore prêt à se faire remplacer par de l'IA. Voilà. Mais bon, il ne faut pas oublier que l'IA est vraiment perfectible. On le voit, si vous posez la question, alors je ne sais plus si ça marche, mais combien coûtent des œufs de vache à OpenAI, à ChatGPT, vous allez voir, il va vous dire attention, les œufs de vache, c'est plus cher que les œufs de poule. Voilà. Et il y a d'autres modèles, des gens qui sont amusés à dire oui, mais ma femme qui est prof de maths, elle dit que 3 plus 5, ça fait pas 8, ça fait 9. Et au bout de 10 minutes, ChatGPT a dit effectivement, je me suis trompé, 5 plus 3, ça fait 9. Voilà. Donc il y a des attaques qui sont possibles là-dessus. Elles sont toutes bêtes, mais c'est faisable. Voilà, on a même vu là dernièrement, il y a une semaine, il est sorti un groupe de chercheurs qui a démontré qu'on peut convertir un équivalent de ChatGPT en attaquant. C'est-à-dire que c'est lui qui va attaquer, qui va faire du spam, qui va faire du social engineering. C'est assez théorique, mais ça peut le devenir. Donc effectivement, il faut vraiment qu'on sécurise tout ça et qu'on se prépare. Alors Yann Bonnet, on voit toutes ces attaques, ces menaces qui sont présentes dès aujourd'hui, mais il va y en avoir d'autres encore, peut-être plus sophistiquées. Comment on peut préparer ça ? Quelles sont les mesures qu'il faut prendre aujourd'hui ? Pour moi, il y a 2 sujets. Et on l'a déjà dit, le premier sujet, c'est l'éducation. On doit se former massivement. Alors, dans le domaine de la cyber, dans le domaine de l'IA, dans le croisement des deux, on l'a déjà dit. On doit sensibiliser largement, on doit sortir de cette naïveté
comprendre comment ces systèmes, cette numérisation de notre société, ce qu'elle entraîne de positif, de négatif. Et voilà, donc un énorme enjeu. Sur nos métiers, on l'a dit aussi tout à l'heure, propres à la cybersécurité, on est en pleine pénurie de talents. Je ne sais pas si vous avez ça en tête. J'ai relu l'autre jour, c'est 5 millions au niveau mondial de personnes qui travaillent dans le domaine de la cybersécurité. Et on évalue à peu près à 4 millions le nombre de postes non pourvus au niveau mondial. Au niveau européen, c'est plus de 300 000 postes non pourvus. Au niveau français, alors ça dépend des études. On a beaucoup cité là, ces derniers temps 15 000 postes non pourvus. J'ai vu une étude de l'OCDE qui est beaucoup plus importante, qui indique un chiffre beaucoup plus important. Voilà. Donc on est en pleine pénurie de talents. Donc c'est à nous de montrer tout le sens de nos métiers, de montrer la diversité de nos métiers. Il y a des métiers techniques, des métiers moins techniques, il y a des métiers, c'est des métiers du care, de la protection, d'attirer des nouveaux talents. Une diversité de talents, du genre, de culture. Parce que si vous mettez une équipe de défenseurs, tous blancs, des hommes blancs, ingénieurs, ça ne marche pas en fait. Les meilleures équipes de défense, c'est quand on va avoir un peu de diversité. Donc voilà, donc il faut qu'on attire, il y a un gros travail côté campus cyber, avec le réseau partout sur le territoire. On va agir là-dessus pour essayer de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de gens qui s'intéressent à la cybersécurité. Et le deuxième enjeu, pour moi, pour préparer le futur, malheureusement, je ne sais pas, mais malheureusement, je pense, on a besoin de régulation. C'est un mal nécessaire. Je pense que l'IA Act, c'est quelque chose qui est nécessaire parce que, alors c'est compliqué parce qu'on doit trouver le bon compromis entre l'innovation et la régulation. Mais c'est nécessaire parce qu'il n'y a rien de pire que d'avancer sans cadre et autrement ça devient le Far West, ça devient un peu n'importe quoi. Et donc voilà, moi je suis plutôt un défenseur en fait de l'IA Act parce que je pense qu'ils ont trouvé un équilibre où il y a certains cas d'usage. Alors ils ne régulent pas une techno, ça n'a pas de sens. Ils régulent des cas d'usage. Donc il y a des cas d'usage sur le marché européen qui sont interdits. Par exemple le crédit social qui est utilisé en Chine pour noter les citoyens, ça en Europe c'est interdit. Il y a des cas d'usage où il y a des vies humaines qui sont en jeu. Là, en fait, les gens qui vont contrôler sur le territoire vont vérifier qu'il y a un certain nombre de contrôles qui sont mis en place pour qu'on puisse avoir confiance. Et puis il y a d'autres cas où c'est pas très grave et là ça sera beaucoup plus léger. Donc moi je trouve que c'est un mal nécessaire. Ça permettra de gagner en confiance. Et je pense que c'est hyper important d'innover, ça c'est clair, mais qu'il faut aussi avoir confiance dans cette transformation pour que les citoyens et les usagers puissent pas être lésés, quoi. Voilà. Donc formation et régulation me semblent deux choses qui sont extrêmement nécessaires pour les prochaines années. Formation, régulation, vous avez dit aussi concilier innovation et régulation, c'était vraiment le terme de votre propos et de votre confiance dans l'IA Act pour ça. Célia Novak, pour l'ANSSI, selon vous, comment est-ce qu'on peut bien utiliser l'IA pour ne pas créer de nouvelles failles ? Oui, du coup, je rejoins effectivement Yann. Je pense qu'aujourd'hui, aller contre l'IA, notamment dans son utilisation pour les employés que vous avez, etc., c'est pas forcément pertinent parce que ça peut accélérer des process. Et puis, de toute façon, parfois, si vous leur dites non, ils iront quand même. Donc, nous, ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est justement à réfléchir, à aller réguler un peu son utilisation au sein de vos entités. Ça peut être, par exemple, en mettant en place des chartes. Je sais que certaines collectivités, effectivement, en PACA, commencent à le faire. Donc, de la charte, ou en disant, pour tel et tel métier, telle et telle activité, vous allez pouvoir le faire. Par contre, pour d'autres, ce ne sera pas possible parce qu'il y a un enjeu de sensibilité. Ou bien, telle et telle donnée, vous ne pourrez pas les verser, notamment sur les IA génératifs qu'on a, parce que c'est considéré comme trop sensible. Effectivement, on a des données stratégiques aujourd'hui à protéger en France ou en Europe. Et voilà, on ne peut pas se permettre d'aller les diffuser sur des outils qui sont aussi étrangers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, pour notamment des entités qui sont un peu plus grosses ou qui ont des enjeux effectivement stratégiques d'autant plus importants, c'est de du coup mettre en place ses propres modèles, notamment dans tout ce qui est effectivement IA générative. Il y en a de plus en plus qui commencent à faire ça. C'est une chose effectivement à penser. Bon, ça peut coûter cher, mais en tout cas, ça, je pense, évacue un risque effectivement de fuite de données et ça va vous permettre aussi parfois d'aller accélérer certains processus qui sont essentiels de toute façon dans la numérisation de nos sociétés. Donc c'est aujourd'hui les conseils qu'on donne et effectivement on voit qu'en France ils commencent
à être appliquées, que ce soit dans des grosses entreprises, mais aussi des collectivités, des plus petites. Merci pour ces points que vous venez tous d'évoquer. Je crois qu'il nous reste 5 minutes. On va pouvoir partager avec la salle s'il y a des questions. Je te laisse, Patrick, Oui, tout à fait. pour passer le micro. Y a-t-il des questions dans la salle sur ces problématiques d'intelligence artificielle et de cybersécurité? Oui, monsieur, vous vous présentez et je vous passe le micro. Bonjour à tous et merci pour cette table ronde. Ma question, moi je suis DSI de Crosscall, une petite société qui fabrique des téléphones durables dans la région. Je suis en charge du SI Corporate, donc c'est plutôt le collaborateur qui m'intéresse. Et le collaborateur, par défaut, il fait confiance à tout le monde dans l'entreprise qu'il connaît. Avec le génératif, finalement, il va trouver un copain dans le bot qui va lui parler. Le bot est de plus en plus informé, mieux informé, et va peut-être devenir un peu son copain, mais ça pourrait l'abuser. Ma question, elle est dans la mesure où nous, on travaille avec le ministère de l'Intérieur et sur certains sujets sensibles, même si on n'est pas bien essentiel. Est-ce qu'il y a un moyen de détecter des patterns ou par ingénierie sociale, quelqu'un qui simulerait un bot ou en tout cas approcherait des collaborateurs par ce biais d'échange, c'est détectable par notre propre modèle, ou est-ce qu'il y a déjà des recherches dans ce sens? C'est une bonne question. Effectivement, je n'ai pas forcément la réponse sur ce point, sur votre question. Après, je pense que comme ce qu'on a dit, il faut appeler déjà la vigilance de vos employés, leur expliquer qu'effectivement, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Et que du coup derrière un chatbot ou voilà, quelqu'un qui s'est fait passer par... Donc il y a ces problématiques. Donc ça peut être une bonne première pratique qui coûte finalement pas cher puisque ça demande juste un peu de temps et un temps de cerveau des personnes. Après, par rapport effectivement aux travaux, il faudrait se renseigner auprès les forces de l'ordre, gendarmerie notamment, qui travaillent aussi sur ces sujets de fraude, d'utilisation. Je pourrais revenir vers vous si vous voulez par rapport à ce point. D'autres questions? Ah, Stéphane Ledouaré, qui était intervenant à la première table ronde sur l'IA tout à l'heure et qui a peut-être une question. Oui, donc je reprends le thème intelligence artificielle versus facteur humain. Donc que pensez-vous des deepfakes aujourd'hui, l'avenir? Qu'est-ce que vous en pensez? Où ça va aller? Parce que là, aujourd'hui, on est quand même dans la... Allez, qui se sent? Allez, les deepfakes, je pense que c'est bien parti. On en a vu un il y a une semaine par les Russes qui ont simulé une actualité de France 24, annonce au moment où le président de l'Ukraine devait venir en France. C'était pas très bien fait. C'était sur Telegram, mais c'était facilement trouvable. Il suffit de regarder la bouche. La bouche était vraiment... un francophone, un francophone le détectait facilement, ce deepfake. Par contre, un non-francophone, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, les deepfakes, c'est bien parti pour, quoi. Il y a de très bons modèles qui permettent de le faire, et puis ils sont facilement accessibles. Il suffit d'aller chercher Stable Diffusion Automatique 111, enfin 1111, pardon. Vous avez des choses très, très, très performantes. Oui, je peux juste rajouter qu'il y a des outils de détection, et comme d'habitude, c'est le jeu du chat et de la souris. Par contre, là, j'étais assez surpris de voir les fuites d'officiers allemands par Webex. Je crois que j'ai vu ça il y a peu. J'ai pas vu l'armée allemande contester alors qu'elle aurait pu vérifier, par exemple. Non, il a reconnu que le contenu était exact. Voilà, c'est ça. Mais non, on aurait pu faire tourner des algorithmes justement de détection de deepfake pour vérifier que c'était du vrai ou du faux. Mais apparemment, si c'était pas la peine de vérifier, c'était vrai. Mais on aurait pu imaginer que ça aurait pu être du deepfake aussi. Du deepfake audio, ça marche bien aussi. Et c'est plus facile, oui, tout à fait. Et peut-être aussi pour compléter, ce que je disais tout à l'heure, éviter la visio au maximum, parce qu'en fait le deepfake, on utilise le deepfake, donc l'image et le deep voice. Donc quand vous faites une visio, on enregistre votre visage et votre voix. Donc première chose. Et deuxième chose, utiliser des outils de visioconférence sécurisés, dont on sait que le flux ne pourra pas être facilement
attaquables, hackables, piratables, tous les termes que vous voulez. Donc voilà, deux premières solutions et toujours et encore sensibiliser et avoir les bons outils. Il y a des outils de visio qui existent, qui proposent en tout cas des bonnes solutions. Donc, et voilà, et toujours favoriser, j'ai envie de dire peut-être ce qui est européen, français, dans toute logique. Voilà, tout ce qui est part aux États-Unis avec la loi FISA, ça peut être récupéré. Yann ? Peut-être pour ajouter, moi ça m'inquiète beaucoup en fait. Parce que je pense on est là aussi encore au début. Moi je me rappelle de quelques algos. Il y avait une start-up, c'était en 2016, qui s'appelle Lyrebird, qui faisait déjà des choses qui m'inquiétaient énormément. Là on commence à avoir des niveaux qui sont... ça m'inquiète dans le cadre des élections, de capacité de manipulation d'informations. Et donc là, on a un rôle à jouer. Nous, experts cyber, nous, data scientists, pour essayer de faire en sorte qu'on trouve des moyens de mieux détecter ces deepfakes. Voilà, j'ai pas l'impression qu'on soit encore très très mature, sincèrement, sur ces sujets-là. Peut-être que je rêve, mais le numérique a un effet énorme sur la destruction d'emplois en termes pour les journalistes. Là, en fait, on va s'apercevoir qu'on a vraiment besoin de journalistes pour vérifier l'information et on revient à l'humain. Voilà. Mais est-ce que tout le monde va avoir ce réflexe d'aller chercher de l'information revue par l'humain et compagnie ? Est-ce que des journalistes vont pas être dupés par des deepfakes et compagnie ? Je pense qu'on est au début de beaucoup de surprises. Justement, sur les deepfakes, il y avait aussi l'affaire du data scientist qui avait monté sur Twitch un chatbot avec Monsieur le Président, qui était vraiment très 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 bien fait, qui a tourné pendant plusieurs jours, qui s'est fait censurer bêtement, mais qui était très très fort. Et là, par contre, il était vraiment très difficilement identifiable. Identifiable. Ouais. Une dernière question, et nous aurons terminé la table ronde. Vous voyez, les 59 minutes, 59 secondes sont prêtes à aboutir. Une ou deux questions. Claire. Alors, deux questions. Monsieur, d'abord. Bonjour monsieur, Nabil Beraïl, analyste cyber chez Compagnie Fruitière. Alors moi j'ai plus peur, vous parliez des phishing qui sont faits avec par exemple ChatGPT, mais est-ce que la crainte ce serait pas qui refont des exploits ou des payloads un peu plus poussés avec cette chose-là. Et la deuxième chose qui me fait peur, c'est aussi les utilisateurs qui prennent des mails, par exemple, qui les mettent sur ChatGPT avec des données personnelles. Est-ce que ça, c'est pas dangereux aussi ? Voilà, c'est deux questions en une. Merci. Une réponse brève peut-être, parce qu'on arrive vraiment au bout. Il y a une autre question. Non, mais on est d'accord. Là encore, une fois, c'est un outil, donc ça dépend comment on l'utilise. Et ça peut être mal utilisé par des gens malveillants. Et les gens malveillants, ils sont ultra créatifs aussi. Et donc, voilà. Et sur les utilisateurs, c'est ce qu'on a dit aussi à plein de reprises. C'est pour ça que c'est hyper important de sensibiliser tout le monde et de dire attention, quand vous utilisez, c'est génial ces outils, mais faites gaffe quand vous envoyez des données de l'entreprise, de le personnel, des données confidentielles, marketing, ou je sais pas, ou budgétaires et compagnie. Sachez que ça peut être utilisé par des personnes qui sont hors de l'entreprise. Ayez conscience de ça. Donc voilà, donc il y a un énorme sujet de sensibilisation et sortir de ce côté waouh, c'est génial comme outil, et de se dire ok, c'est puissant, mais il faut faire attention. Une dernière question ? Oui, une toute dernière question. Merci. Bonjour, je suis Claire de Guisa, un agent de l'État du ministère de l'Économie, donc la déléguée à l'information stratégique et à la sécurité économique pour PACA. Ce qui m'interpelle un petit peu, mais peut-être que c'est une solution, c'est qu'on a un peu des engouements et des zooms d'intérêt par vague. Très récemment, tout le monde était focalisé par la blockchain. Alors, je ne parle pas des crypto-monnaies. Je parle de la certification par blockchain. Justement, face au deepfake et au moins dans certaines communautés professionnelles, parce que pour tous les outils grand public, c'est plus difficile. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à reprendre de ce côté-là et à utiliser pour authentifier les contenus, les acteurs, les communications ? Merci. Oui, je suis globalement d'accord avec le fait qu'il y a des vagues de hype, comme on dit. Il y a l'année dernière, il y a 2 ans, on me saoulait avec le métaverse, mais vraiment on me gonflait avec ça. Ça c'est dit aussi. Ouais, bon bah oui, non mais c'est ok, bon bah très bien. Alors
Pour ce qui est de la blockchain, je suis à la fois, je suis à la fois d'accord et mitigé parce que la blockchain, c'est vraiment un concept, même si ça existe depuis très longtemps, les chaînes de hash, etc. Ça fait longtemps que ça existe, mais la blockchain en tant que telle, c'est un objet qui peut avoir des ramifications très importantes, même si on n'a pas vu de licornes en cyber qui ont émergé grâce à la blockchain, ou en tout cas je ne vois pas. Mais par contre, le concept est intéressant. Mais par contre, il y a quand même 80 à 90% des projets d'IA aujourd'hui, c'est pas l'IA générative. C'est vraiment une hype qui est venue là, mais en réalité, l'IA dite prédictive, c'est-à-dire les réseaux de neurones à l'ancienne, si j'ose dire, les SVM, les machins, tout ça, ça existe depuis 20 ans, et ça commence vraiment à être, à bien marcher, quoi. Hein, c'est quand même assez robuste, même si ça a d'autres problèmes. Il faut expliquer les modèles, il faut les protéger contre des attaques, ça, ok. Mais disons que l'application de base de ces réseaux de neurones, par exemple, pour prendre cet exemple-là, ça marche très bien depuis assez longtemps. Voilà. Donc en effet, je suis d'accord, il va falloir peut-être secouer un peu le tamis. Peut-être que dans quelques années, il y aura des trucs dans l'IA générative qu'il faudra les jeter parce que ça ne sert plus à rien, comme, je ne vais pas dire comme le métaverse, mais voilà, vous m'avez compris. Merci à vous, mesdames, merci, messieurs, pour votre participation. Je crois que vous pouvez les applaudir pour la qualité de cette table ronde. Merci d'être venus. La 6e édition du Salon Access Security arrive à son terme. Patrick et moi espérons de tout cœur qu'il a répondu à vos attentes. Nous remercions aussi toutes celles et ceux qui ont contribué à sa réalisation et à la tenue de ces tables rondes. Et nous vous y disons à l'année prochaine.